parti. Alors, bienvenue à tout le monde. Mon nom est Patrice Jolivet. Je suis vice-président aux investissements en agroalimentaire au Fonds de solidarité. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les canaux de distribution. Alors, comme vous savez, depuis 35 ans, à peu près 35 ans, le Fonds de solidarité soutient le secteur agroalimentaire en finançant, en accompagnant les entreprises d'ici. D'ailleurs, depuis 1987, on a investi environ 1,1 milliard de dollars en agroalimentaire. Alors, nous avons préparé aujourd'hui, conjointement avec Fasken, ce webinaire qui traite d'un sujet important et qui évolue rapidement, comme on a pu voir dans la dernière année. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir de vous présenter les personnes avec qui nous avons développé ce webinaire. Il s'agit de Anne-Marie Nault, qui est associée chez Fasken, chef du groupe Droit des sociétés et droit commercial, co-chef du groupe Alimentation, Boissons et Industrie alimentaire. Et Carl Bélanger, associé chez Fasken, co-chef du groupe de droit commercial corporatif. Alors aujourd'hui, nos conférenciers invités discuteront des grands bouleversements que connaissent les chaînes de distribution alimentaire et comment ils s'ajustent à ces changements. Sans plus tarder, je vous présente Audrey Lorrain, qui est vice-présidente finances et administration chez La Petite Bretonne, Marc Giroux, vice-président exécutif, chef division Québec et commerce en ligne de Métro, et Daniel Vielfort, directeur général de Bonduel Amérique et directeur général adjoint de Bonduel Group, et M. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal. Alors, avant de céder la parole à M. Nantel, quelques petites instructions. Il y aura une période de discussion après, de questions après la période de discussion. Et vous pouvez, pendant ce temps-là, envoyer au fur et à mesure vos questions dans le clavardage, sur le clavardage. Et M. Carl Bélanger va gérer le tout pour la période de discussion. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à M. Nantel. Merci, Patrice. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a un panel absolument exceptionnel avec un sujet, je dois dire, exceptionnel. Comme vous, je suis devenu par la force des choses un peu un spécialiste du Zoom. On l'est tous devenus au cours de la dernière année. J'en ai fait beaucoup, mais la table ronde auquel vous allez assister aujourd'hui, elle est particulière parce qu'elle touche un sujet extrêmement important. Et riche de beaucoup d'enseignements en termes de changements à venir. Je tiens à féliciter et à remercier évidemment le Fonds de solidarité et Fasken pour cette opportunité-là, une opportunité qui nous permet de parler non pas seulement de l'agroalimentaire, ce sera déjà un sujet exceptionnel en soi, mais des modifications dans le réseau et les réseaux agroalimentaires. Au cours des dernières années, on l'a bien vu, le réseau alimentaire s'est complètement modifié. En fait, je vous dirais qu'à bien des égards, il a commencé à se déstructurer. On a vu des consommateurs acheter directement de producteurs. On a vu des détaillants comme Métro augmenter ses ventes, évidemment, du fait que la restauration, elle, était pratiquement fermée, mais surtout également augmenter ses ventes web. Dans le cas de Métro, on parle de 3 fois les niveaux pré-pandémie. On a vu également au cours de cette dernière année des producteurs vendre directement, des consommateurs se regrouper. Tout ça arrive à un moment où les réseaux sont en grande mutation, mais tout ça arrive également au moment où on n'a jamais eu autant besoin, à bien des égards, de stabilité dans les réseaux de distribution. Parce qu'on s'en doute bien, évidemment, l'alimentation, ce n'est pas banal. Les consommateurs s'attendent à avoir, évidemment, sur leur table les produits auxquels ils sont habitués et à des prix et dans des quantités qui sont prévisibles. Or, au moment où tout ça percole et change, bien, vous avez d'autres phénomènes, des phénomènes en termes d'approvisionnement de main-d'œuvre pour les producteurs agricoles. Vous avez des contraintes et des
des inquiétudes au niveau de l'inflation sur certains produits. Et puis, vous avez également, on l'a tous vécu, chacun dans son domaine, des problèmes au niveau des ruptures, dans certains cas, dans les chaînes d'approvisionnement. Je pense notamment aux fameux containers qui ont pratiquement triplé de prix au cours de la dernière année. Tout ça arrive en même temps, donc les consommateurs qui changent la donne en matière de réseau de distribution, et puis les joueurs qui, eux, ont à s'adapter, mais pas sur 5 ans, pas sur 10 ans. On ne parle pas d'un plan quinquennal, pardon. On parle de modifications qui doivent se produire à l'intérieur d'une année. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir 3 invités. 3 invités que je vais interviewer de manière séquentielle, un peu pour refaire la chaîne d'approvisionnement. Daniel Villefard, directeur général Bonduelle Amérique et directeur général adjoint Bonduelle Group. Je vais revenir à M. Villefard dans un instant parce qu'on va commencer par lui. C'est le plus en amont dans la chaîne de distribution. On a également Audrey Lorrain, vice-présidente Finance et Administration, la Petite-Bretonne, une entreprise plus locale, bien que ayant des ramifications beaucoup à l'international également, plus proche en termes de produits transformés et finis. Et puis évidemment, Marc Giroux, qui, lui, est chez Métro. Je vous le présenterai adéquatement dans un instant. On va commencer par Daniel Villefard, je l'ai présenté, directeur général Bonduelle Amérique et directeur général adjoint Bonduelle Group. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui savez qu'est-ce que c'est que Bonduelle, mais certains pourraient l'ignorer. Bonduelle, c'est un géant, là. C'est un énorme géant de l'agroalimentaire avec un chiffre d'affaires annuel au niveau international de plus de 4 milliards de dollars canadiens. C'est un géant surtout et principalement dans le domaine des fruits et légumes, souvent généralement distribués, beaucoup surgelés, en conserve, préparés sous marque nationale. Parmi les marques nationales de Bonduelle, Arctic Garden, évidemment, que vous connaissez, mais également des marques privées puis des marques de grandes enseignes. C'est sûr que lorsque vous êtes au début de la chaîne de distribution, ben, vous connaissez évidemment votre métier. Vous faites des contrats avec des producteurs agricoles. Vous prenez leur production, vous la surgelez, vous la mettez en conserve, vous la préparez, puis vous la vendez dans le réseau. Puis éventuellement, ben, ça aboutit à travers les métros de ce monde. Mais les choses ont changé. Je vais commencer par ma première question à M. Villefard. J'ai été peut-être, comme certains d'entre vous, interpellé par une brève nouvelle qui nous est venue des fermes Loufa, qui disait que si Loufa pouvait avoir accès à 20 centres commerciaux, donc des centres commerciaux, là, imaginez-vous Fairview ou Saint-Bruno, 20 centres commerciaux, si on pouvait avoir accès à leur toiture, on serait capable de nourrir en légumes l'ensemble des consommateurs de Montréal. Bon, je pense qu'il y a beaucoup dans cette nouvelle-là, quelque chose de percutant, bien entendu, quelque chose qui frappe l'imagination, mais ça montre également à quel point les réseaux de distribution commencent à changer, puis évidemment les types de produits également. Alors, M. Villefard, je commence par cette question-là. Vous sentez-vous menacé? Monsieur Nantel, pas vraiment. Je ne pense pas. Je vous explique pourquoi. Parce que les produits de cette forme de production, cette forme d'agriculture, sont beaucoup plus en compétition avec les cultures maraîchères, donc les cultures qui sont dans l'environnement local en saison. Nos produits, surtout de légumes que nous vendons, c'est des produits de première transformation, que ce soit de la conserve, que ce soit du surgelé ou même les salades précoupées, prélavées. On offre un service aux consommateurs que les fermes Loufa n'offrent pas vraiment. Ils vont vendre le produit brut, un peu comme le maraîcher, la première gamme qu'on explique, nous, qu'on voit en magasin. Donc, pour nous, ce n'est pas vraiment un compétiteur pour nos produits.
OK. Je vais vous relancer par contre, parce que vous avez mentionné quelque chose qui est assez intéressant. Et vous dites, ben, ça compétitionne le maraîcher local, etc. Évidemment, une des choses qu'on a apprises à travers cette pandémie, c'est à quel point les consommateurs, on verra si ça résiste au temps, mais c'est à quel point les consommateurs veulent acheter local. Bon. On achète des fraises de l'île d'Orléans, on comprend ce que c'est. On achète de la ferme Loufa, on est à peu près convaincu que ça vient du toit du magasin à côté de chez nous. On achète des légumes que je trouve, soit dit en passant, très bons. Je ne veux pas faire la publicité, mais on achète des légumes surgelés Arctic Garden. On ne sait pas nécessairement d'où ils viennent. Est-ce que l'aspect local pour une entreprise à ce point mondial devient un enjeu pour vous? Je vais peut-être vous surprendre et surprendre les gens qui sont sur le webinaire. Nos produits, pratiquement partout dans le monde où on vend, sont locaux. C'est pour ça que Bonduelle, vous avez expliqué la dimension de notre chiffre d'affaires. On fait ça avec plus de 55 usines aujourd'hui dans le monde. Donc, une fois qu'un marché est raisonnable en termes de dimension, on va s'installer localement pour économiser toutes sortes de frais de transport. Vous comprendrez, on vend des produits à très faible marge et des produits à très bas prix. Hein. On pense de conserves de légumes, même des sacs de surgelés. Se mettre à déplacer ces produits-là en produits finis à travers la planète serait très coûteux et surtout pas très environnemental non plus. Donc, on aime bien, une fois qu'on a un marché intéressant, d'être très local. Donc, vous expliquez Arctic Garden, vous pouvez voir, c'est souvent là, produit du Canada. Donc, et avec les règles canadiennes, ça veut dire que c'est très, très canadien à plus de 98 %. Et puis, si vous étiez en France, vous étiez en Russie, vous étiez à d'autres endroits dans le monde, vous verriez que c'est un produit local. Parce qu'on a des usines locales qui font affaire avec les producteurs locaux. Et surtout, c'est qu'on est local à l'année. On a des produits de transformation, longue conservation. Donc, le petit pois qu'on achète chez Métro, c'est un produit qui est local à l'année. Vous l'achetez en janvier, c'est quand même un petit pois qui a été cultivé à Sainte-Martine, à Saint-Denis, qu'on a mis en conserve ou qu'on a mis en surgelé et qui se retrouve être un produit local à l'année alors qu'il n'y a pas de local frais pendant cette période-là. Donc, pour nous, je pense que c'est même un avantage si les gens veulent acheter local. À l'année, à ce moment-là, ils peuvent même basculer du frais qui est importé, puis venir chez nous et acheter un produit transformé, mais qui est local. Ça, c'est intéressant parce que en même temps, il y a quelque chose d'énormément paradoxal parce que vous avez raison. On comprend bien qu'en février, les asperges qui nous arrivent ici ou les petits pois, ils ne sont sûrement pas locaux, alors que les vôtres le sont. Est-ce que c'est quelque chose? Puis là, évidemment, il y a toutes les contraintes logistiques. C'est sûr que pour les raisons que vous avez expliquées, vous êtes bien mieux de vendre des petits pois faits au Québec, puis ceux faits en Russie, ça c'est clair. Mais est-ce que pour une entreprise comme Bonduelle, il serait pensable que vous commenciez au niveau marketing à localiser encore davantage? Oui, et d'ailleurs, on s'est donné ce genre d'objectif. Quelque part, on est dans une quête B Corp. Pour les gens qui connaissent ça, c'est un impact positif dans les environnements où on est présent, sur la société. Donc, ça inclut les producteurs, ça inclut la société, ça inclut le CO2, ça inclut beaucoup de choses pour dire, est-ce qu'on s'assure pas juste de ne pas être négatif, mais bien d'avoir un impact positif? Donc, évidemment, d'être le plus près possible du consommateur, d'avoir une agriculture raisonnée, plus bio, sans pesticides. Puis on le voit avec certains produits qu'on lance présentement, les Arctic Garden, sans trace de pesticides. On fait tous les tests possibles. Évidemment, pour être à ce résultat-là, ça demande des méthodes culturelles aussi beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc, des méthodes culturelles qu'on négocie avec les producteurs pour être régénératrices des sols. Toutes sortes de choses comme ça sur lesquelles on s'aligne. Au niveau du produit lui-même, vous nous avez habitués moi, je vous dirais à nous surprendre parce que effectivement, je suis rendu à un âge où je peux vous dire c'est quoi la différence entre un légume congelé que je mangeais quand j'avais 5 ans puis un légume congelé aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose.
sans vouloir trahir des secrets d'État, une entreprise comme Bonduelle a toujours innové. Ça risque d'être quoi les grandes innovations en matière de transformation, mais également en matière de réseau de distribution pour une entreprise comme la vôtre dans les années à venir? Ça demeure de trouver des technologies adaptées qui vont nous faire produire encore un produit de plus grande qualité. Ça me fait rire un peu parce que vous avez parlé de fraises congelées du temps ou fraises congelées d'aujourd'hui ou des petits pois. Je vais prendre les légumes qui est plus notre domaine. On est dans le surgelé aujourd'hui. Hein? Donc, ça veut dire qu'on est dans des tunnels de surgélation à moins 40. Ce n'est pas congelé. On ne prend pas ça comme vous le feriez à la maison puis que vous mettez ça dans votre congélateur à moins 4. Ce n'est pas ça du tout. C'est de la surgélation. C'est des méthodes rapides. C'est le plus rapidement entre la récolte et l'usine, parfois en dedans d'1 heure, 2 heures, mais surtout le plus court possible pour garder toute la fraîcheur, garder toute l'organoleptique. Des méthodes de blanchiment qui vont être le moins dures possible sur les produits. Tout ça pour conserver au maximum la nutrition, mais aussi tout ce qui est organoleptique. Les couleurs, le goût, la texture. Donc, c'est des choses qu'on fait pour vraiment s'améliorer. C'est réduire, je vais utiliser un terme, les FO, là, donc c'est les barèmes de stérilisation en conserve. Une conserve, c'est cuit. Hein? C'est que le produit est déjà prêt à manger, contrairement au surgelé où il faut le cuire. Mais du coup, plus on va être obligé de le cuire longtemps, bien, plus on le ramollit, plus on le... Donc, trouver des façons de faire pour réduire ce temps de cuisson, qui va être à la fois valable sur l'environnement parce qu'il va utiliser moins d'énergie, mais aussi, surtout, pour le consommateur, lui remettre un produit encore plus près du frais. En matière d'innovation, ça va être ma dernière question pour vous ce midi. Est-ce qu'il serait pensable que Bonduelle commence à court-circuiter un réseau de distribution? Parce que vous n'êtes pas une petite entreprise, c'est quand même énorme. C'est-à-dire commencer à vendre directement à des consommateurs. On le fait, si vous voulez, un petit peu en France avec le magasin Bonduelle là, pour donner accès aux gens à des produits locaux, d'usine ou tout ça, à nos marques. Il faudrait vraiment que ça soit qu'à nos marques, évidemment. Il faut s'assurer aussi qu'on est en bonne relation avec nos clients. Hein? M. Giroux de Métro est présent ici. Si on se met à compétitionner directement nos clients qui font la distribution pour nous, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir un modèle là, qui tient la route et qui fait du sens, qu'on apporte quelque chose additionnel, si on veut. Donc, parfois, c'est peut-être pour des gammes qui seraient plus spécifiques, plus niches, qui ne seraient pas distribuées globalement dans des réseaux comme ça, où les gens pourraient avoir accès aux produits de marque Bonduelle directement, des produits plus niches. Je pense que c'est vers cette... mais toujours dans le respect de nos clients et des consommateurs. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est pas tout pour vous, là, parce que je suis certain qu'il y a bien d'autres questions qui s'en viennent. Mais on va passer, si vous permettez, à notre deuxième panéliste, Audrey Lorrain, qui est vice-présidente finance et administration à La Petite Bretonne. Alors, La Petite Bretonne, bien, vous le voyez, on voit Mme Lorrain avec ses produits derrière elle. C'est toute la gamme, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres produits, mais c'est toute la gamme, la gamme, entre autres, de croissants, de petits pains au chocolat, c'est ceux qu'on connaît davantage, mais il y a bien d'autres produits de la Petite Bretonne. Une institution, une entreprise qui a été établie à Blainville en 1966, mais qui vend, pas uniquement ici au Québec, là, hein, qui a 10 000 points de vente, bien entendu, au Canada, au Québec, mais également aux États-Unis, au Mexique, ainsi que dans d'autres pays d'Amérique centrale. Merci, Mme Lorrain, d'être avec nous. C'est quand on voit vos produits qu'on regrette que ce soit en Zoom, parce que peut-être qu'on aurait pu en plus y goûter, mais les produits de la Petite Bretonne sont disponibles chez Métro. Oui. Alors, Madame Lorrain, on va commencer avec les changements dans les habitudes des consommateurs. Là, il se produit toutes sortes de choses, puis vous avez un produit qui est transformé, que les gens connaissent, qui est bon, qui est très bon même. Vous voyez un peu évoluer les réseaux de distribution. Est-ce que
ça vous donne des idées sur d'autres façons de distribuer vos produits. Je ne sais pas moi. Par abonnement, est-ce que je pourrais, moi, recevoir ma boîte de croissants chez moi à tous les samedis matins ou est-ce qu'on pourrait commander directement? Est-ce qu'il y a-t-il des changements qui s'en viennent du côté de la Petite Bretonne en matière de réseau de distribution? En fait, il y a surtout beaucoup de réflexion. Nos canaux de distribution traditionnels demeurent encore très pertinents. Donc, nous, on distribue via un réseau de distribution indépendant au Québec et on a différents médiums selon les clients et selon la destination. On peut livrer en entrepôt, on peut livrer directement au manufacturier quand on fait aussi du co-emballage. Alors, chaque région a une façon d'être livrée différente. Maintenant, la réflexion se fait davantage, surtout durant la dernière année, au niveau justement des entreprises qui offrent des repas prêts à manger ou qui livrent à domicile, par exemple, ne serait-ce qu'Amazon ou d'autres entreprises là, qui pourraient offrir un service de livraison. De façon générale, on essaie de se joindre aussi avec nos partenaires, donc Métro, Sobeys, toutes les entreprises qui font déjà le service de livraison dans un panier d'épicerie. Et pour nous, on entre dans ce panier-là actuellement. Alors, en partenariat, on profite des services là, qui sont offerts par les chaînes d'alimentation. Est-ce qu'on a développé notre propre réseau de livraison à domicile? Bien, à ce jour, non. On a un produit frais à courte durée de conservation. Ça présume que les gens n'achèteront pas une caisse de croissants. Alors, ils vont acheter souvent un sac ou deux à l'épicerie, puis ça va leur durer jusqu'au prochain passage en épicerie. Et après ça, ils vont refaire le plein de leurs provisions. Livrer en grande quantité, il y a une question d'utilité. Ça présume que les gens vont devoir ou bien partager ou bien congeler le produit, mais ce n'est peut-être pas dans la culture encore que d'acheter des produits de boulangerie à très, très grand volume pour les garder en congélation puis le sortir au moment approprié. Donc, ce n'est pas une avenue qu'on envisage pour l'instant. Cependant, en ce qui concerne les entreprises qui font déjà la livraison de repas prêts à cuisiner, là, on est en réflexion et on est en discussion avec certaines entreprises pour s'adjoindre de ces services-là et incorporer nos produits dans l'offre que les entreprises offrent aux consommateurs, finalement. Là, on parle des HelloFresh, des Good Food et autres de ce monde. Oui, c'est ça? Tout à fait. Alors, oui. Dans le fond, vous, ce que vous dites, c'est si eux livrent à des consommateurs, des consommatrices, l'escalope de veau où on fait cuire et puis on brasse la sauce, on a l'impression de faire la sauce au complet, mais bon. Et puis, ben, ça prend un dessert. Alors, vos produits seraient le dessert ou seraient peut-être même le petit déjeuner pour le lendemain. Ou peut-être, effectivement. Okay. Dans un cas comme celui-là, et là, c'est intéressant parce que ça amène toute la question du branding, de la marque de commerce. Dans un cas comme celui-là, puisque vous êtes en réflexion, c'est quoi l'enjeu ici? Est-ce que vous disparaissez? C'est comme, dans la boîte, ben, il y a des petits croissants, puis les petits croissants HelloFresh, on les aime beaucoup, mais là, on oublie, on ne sait pas que c'est la Petite Bretonne. Ou est-ce que c'est une plus-value pour les HelloFresh ou autres de ce monde, là, ou Miss Fresh? C'est leur produit co-brandé ou co-appelé avec la Petite Bretonne. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Puis, j'imagine que ça doit avoir un impact également sur la négociation. Est-ce que la Petite Bretonne, c'est une plus-value dans un réseau de distribution? Oui, on a toujours essayé de promouvoir notre marque depuis le tout début. C'est sûr que notre marque a une valeur au niveau du réseau de consommation. Maintenant, la tendance qu'on voit, il y a de plus en plus de gens, puis on le remarque seulement qu'avec les chaînes d'épicerie, chaque chaîne d'épicerie a développé ses propres marques maison. Donc, les marques en co-emballage sont de plus en plus importantes, ce qui fait que nous, à la base, on s'est positionné comme étant manufacturier. Alors, un manufacturier, oui, on a notre marque et on veut la préserver, on veut la promouvoir, mais
on est aussi ouvert à faire du co-emballage justement pour desservir les marques de nos clients. Et on en fait depuis fort longtemps. Alors, il est fort probable que si vous allez aux États-Unis, vous achetez un croissant qui n'est pas du tout sous notre marque, mais qui est en fait notre propre produit. En Ontario également, alors dans différentes régions pour différents clients. On en faisait toujours ce concept-là de co-emballage de façon modeste. Les dernières années, pour différentes raisons, pour un positionnement qu'on a décidé de prendre au niveau stratégique à l'interne, on a ouvert davantage cette possibilité de faire de la marque privée et on en fait de plus en plus. Alors, effectivement, les contrats ne se transigent pas de la même façon parce que là, on ne promouvoit pas notre marque, mais de l'autre côté, ça nous permet d'offrir peut-être plus de produits à un plus grand marché. Ça sera de voir avec justement les entreprises en repas prêts à cuisiner, de quelle façon, en fait, quels sont les besoins. Parce que si on regarde avec l'UFA, par exemple, les marques peuvent demeurer, les marques des transformateurs peuvent demeurer dans le panier. Par contre, quand c'est du prêt à cuisiner, bien souvent, c'est un peu dénaturé, c'est préportionné différemment. Alors, à ce moment-là, on ne voit plus nécessairement la marque du fabricant. Donc, il y a différentes méthodes. Les deux sont bonnes, puis les deux ont des avantages aussi. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce qu'on ne veut pas non plus, c'est de tuer un produit parce qu'on en met tellement et on sème tellement à gauche et à droite qu'à un moment donné, on noie un peu le consommateur avec des produits qui se ressemblent, puis au global, ça peut affecter les ventes. Là. Alors, il y a toujours un équilibre à garder entre les deux aussi. Bien, vous m'amenez là exactement où je souhaitais vous amener. On est 2021, il y a eu des gros changements. Hein. On aurait pu, hein, avec M. Villefort, avec Marc Giroux, avec vous, vous demander de nous donner le top 3 des choses qui vous ont étonné et qui vous ont interpellé dans la dernière année. Là. Je pense qu'on aurait pu passer facilement 2 heures là-dessus. On a tous vécu des gros changements. Ça, on comprend ça. Mais si on regarde maintenant 2022, 2023, si j'étais pour vous demander une prédiction de sortir votre boule de cristal, je l'ai mentionné, là, vous vendez à travers un réseau de 10 000, c'est bien ça, hein, 10 000 points de vente un peu partout, c'est bien ça? Oui, bien, on fait effectivement l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, puis une partie en Amérique du Sud également. Bon. En excluant pour l'instant des consommateurs à qui, je ne sais pas, vous venderiez directement, OK? Dans les prochaines années, plus ou moins que 10 000, vous augmentez ou vous diminuez? Pensez qu'il va y avoir une concentration ou, au contraire, qu'il y a une opportunité pour diffuser plus largement? C'est une excellente question. Je pense qu'on n'a pas atteint le déploiement qu'on est en mesure de faire au niveau de l'offre de notre produit sur le marché. Alors, oui, on peut aller chercher davantage de marché. Si on ne prend que les États-Unis, c'est immense en termes de territoire et le nombre de points de vente est très important. Le Canada, la même chose. On couvre le Canada, mais il y a quand même certaines régions qui sont plus difficiles, moins rentables à desservir, les territoires étant beaucoup plus vastes. Donc, ça augmente les coûts de distribution de façon importante. Chose certaine, il y a toujours possibilité d'aller chercher plus de dessertes en différents points de vente. La question que je me pose toutefois, c'est comment se placeront dans les prochaines années les épiceries? Est-ce que les tailles des épiceries demeureront les mêmes? Est-ce que les habitudes des consommateurs vont rester les mêmes? Aujourd'hui, avec la dernière année qu'on a vécue, nos habitudes de consommation ont énormément changé. On achète de plus en plus en ligne, bien sûr. Il reste que le passage à l'épicerie est quand même demeuré. Oui, on fait aussi une transition pour les commandes en ligne. Vous l'avez mentionné tout à l'heure que ça a quand même explosé au niveau du métro. J'imagine que Marc va nous en parler tout à l'heure également. Mais il reste qu'il y a toujours des choses qu'on va vouloir s'approvisionner directement à l'épicerie pour différentes raisons parce qu'on a un besoin soudain. Au retour, une fois qu'on aura contrôlé cette pandémie-là, qu'on sera vacciné, qu'on déconfinera, quelles seront nos habitudes?
plein de questions auxquelles présentement, on n'a pas de réponse. Alors, est-ce qu'on sera tellement tanné de rester entre nos murs qu'on va cesser de cuisiner et on va davantage profiter des installations en restauration? Est-ce qu'on va continuer à s'approvisionner autant des entreprises de prêt à cuisiner où on aura eu pour notre compte là, durant la dernière année puis qu'on voudra laisser ça de côté? Alors, on ne sait pas encore comment on positionnera nos habitudes de consommation dans la prochaine année, ce qui fait que c'est difficile de répondre à cette question-là, honnêtement. Tout est possible, d'un côté comme de l'autre, ou idéalement un juste milieu. Bref, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il va falloir encore faire preuve de beaucoup de flexibilité et de rapidité dans les années à venir. Oui, tout à fait. Audrey, merci beaucoup. On va revenir à vous parce que déjà, à travers le chat, là, et j'invite les participants qui nous écoutent à commencer à poser vos questions, mais je vois qu'il y a déjà des questions là, qui s'adressent à vous. Je vais enchaîner cette fois-ci avec Marc Giroux. Marc Giroux est vice-président exécutif, chef division Québec et commerce en ligne chez Métro. Bonjour, Marc. Bonjour, Jonathan. Marc Giroux, il y a déjà plusieurs années que l'on se connaît. En fait, j'ai connu Marc alors qu'il était non seulement étudiant, mais un brillant étudiant au HEC. Et je me souviens, si je peux me permettre… pas trop, là. Non, quand même, je vais le dire. Mais je vais quand même me permettre de raconter une petite anecdote parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais déjà beaucoup intéressé par le commerce électronique. Et je me souviendrai toujours de cette discussion-là que j'avais eue avec Marc qui m'avait dit, il y a déjà plusieurs années, là, on parle… on était dans les années 90, si je me souviens bien, ou tout au moins au tout début des années 2000, qui m'avait dit, ouais, le commerce électronique, sans doute, en alimentation, mais dans le fond, la partie la plus importante, ça va être non pas uniquement d'arriver, bien sûr, mais d'arriver trop tôt ou d'arriver trop tard. C'est évidemment les deux grands écueils à éviter. Et je pense que Métro, si je regarde les grades d'alimentation, c'est probablement celui qui est arrivé juste pile poil, exactement au bon moment. Particulièrement bien pourvu en ce début de pandémie. On l'a vu dans vos derniers états financiers, une augmentation de 3 fois. Si j'ai bien compris, les ventes web. C'est sûr qu'on l'a tous vécu. On a vu les ventes web partout décoller. L'alimentation était peut-être le parent pauvre, c'est vraiment le secteur où les ventes étaient les plus basses si on compare à d'autres secteurs. Mais là, évidemment, ça a décollé. On présume, comme bien d'autres, je suis un peu les ventes, là, ça a régressé un peu par la suite. Évidemment, les gens ont voulu retourner dans les magasins d'alimentation. Mais il y a fort à parier qu'on ne remettra pas tout le dentifrice dans le tube. Bref, ma première question, Marc, c'est quoi la tendance en matière de commerce électronique là, pour des détaillants comme Métro? Ça va-tu se maintenir? Ça va-tu redescendre? Ça va-tu s'accélérer? On s'en va où? Je débuterais peut-être, M. Nantel, par parler un peu de notre industrie. Vous l'avez mentionné, le commerce en ligne dans notre industrie a débuté, ou l'adoption du commerce en ligne de la part des consommateurs dans nos catégories ont débuté beaucoup plus tard que d'autres parce que l'offre de commerce en ligne dans notre industrie était moindre pour la simple et unique raison que assembler une commande de produits frais d'épicerie dans un magasin ou dans un entrepôt où tu offres à la clientèle 25 à 30 000 produits différents, SKU différents. Donc, être capable d'avoir ça en stock, des produits frais qui meurent dès qu'on les reçoit des producteurs, ces produits-là commencent à mourir. Donc, assembler une commande, la livrer chez le consommateur, faire tout ça dans une industrie qui génère des marges très serrées par rapport à d'autres catégories, c'est évident que notre industrie ne s'est pas lancée de façon volontaire dans le commerce en ligne. Ceci dit, les habitudes des consommateurs ont évolué vers ça. Donc, chez Métro, nous, notre démarche, elle a débuté à l'entour de 2012-2013, où on a fait le tour du monde pour aller voir les meilleures pratiques dans des pays où le commerce en ligne était beaucoup plus pénétré. En Angleterre, en France, aux États-Unis, en Asie. Et à notre tour, on est revenu avec une vérité qui, encore aujourd'hui,
est au centre de notre stratégie, qui est le client. Donc, on n'a pas débuté le commerce en ligne en disant on va tenter de développer la plateforme qui est la moins coûteuse ou qui, on pense, va être la plus profitable. On est parti alentour de nos promesses de marque chez Métro qui sont alentour de la variété, de la fraîcheur et de la qualité, puis de livrer ou de permettre au client de venir chercher sa commande au moment où il le désire. Donc, c'est nos 3 promesses de marque. Donc, on a développé une infrastructure technologique ou des processus pour livrer sur cette promesse-là. Donc, on a débuté cette opération-là en 2015-2016. Et effectivement, durant la COVID, le 12 mars, notre premier ministre, François Legault, annonçait la fermeture de l'économie, la fermeture des restaurants, le confinement à la maison. Cette fin de semaine-là, nos ventes ont explosé à 60% de plus que d'habitude. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour notre chaîne d'approvisionnement, nos magasins, nos équipes, mais ça a été une folie. Et au même moment, je vous dirais, la semaine d'après, à partir du mercredi d'après, le trafic sur nos sites web s'est multiplié entre 10 et 20 fois. Puis, toutes les plages horaires se sont remplies en l'espace d'une journée pour les 2 prochaines semaines. Donc, nos systèmes ont tombé cette journée-là, quand le trafic a explosé comme ça. Les équipes ont multiplié par 10 les capacités serveurs pour que nos systèmes puissent être disponibles. À l'intérieur de 3 heures, tout était disponible. Donc, effectivement, le COVID a changé les comportements des consommateurs. On pense que ces changements-là vont être durables. Tous les gens qui manquent de temps ont découvert le service. Une des plus grandes préoccupations du commerce en ligne dans notre domaine, c'est la fraîcheur. Les gens veulent choisir eux-mêmes leurs produits frais. Et ils ont découvert qu'en travaillant avec des détaillants comme nous, qui ont dédié des équipes, qui ont formé des équipes pour choisir ces produits frais-là, qui peuvent les recevoir à la maison aussi bien, sinon mieux, que s'ils les choisissaient eux-mêmes en magasin. On a annoncé dernièrement chez Métro l'ouverture d'un magasin dédié à Montréal qui va être en opération à partir du mois de juin. Ce magasin-là va avoir plus de capacité, offrant plus de plages horaires aux consommateurs. Ça nous permet d'organiser tout l'entrepôt dédié ou le magasin dédié, de façon optimale pour faire le picking, l'assemblage des commandes, pour valider la fraîcheur, etc. On va avoir des livraisons toutes les nuits dans ce magasin dédié-là pour la fraîcheur aux clients. Alors, on pense qu'on va être capable d'élever la qualité encore plus et on va être capable de rencontrer les besoins des clients. Le défi du commerce en ligne, si on pense post-COVID, je pense aux manufacturiers, aux producteurs locaux. Quel nouveau défi le commerce en ligne amène dans nos partenariats avec les fournisseurs? Le plus grand défi, c'est que le commerce en ligne, ce n'est pas une chose qui est à côté comme une nouvelle activité. Ça s'intègre à nos activités. Les consommateurs font une visite sur 4 en ligne. Donc, font une fois sur 4, utilisent le commerce en ligne pour compléter leurs achats. Ce qui veut dire que l'expérience qu'on offre en magasin et l'expérience qu'on offre en ligne doit être cohérente en termes de promesse de marque. Deuxièmement, quand on déploie de nouvelles stratégies marketing en collaboration avec nos partenaires manufacturiers ou producteurs locaux, il faut maintenant déployer des stratégies qui sont aussi pertinentes et cohérentes en magasin qu'en ligne. Puis quand on veut faire connaître nos marques sur les plateformes digitales, soit de Métro ou d'autres plateformes numériques, il faut transformer nos stratégies marketing, notre expertise marketing. Alors, ce que Métro s'est engagé à faire, ça fait depuis Métro, c'est le seul détaillant québécois qui a son siège social au Québec. Ça fait 75 ans qu'on collabore avec des producteurs et des manufacturiers du Québec. Mais il y a 10 ans, on a formalisé cette collaboration-là à travers un programme d'achat local. Et l'année dernière, on a lancé une nouvelle adresse courriel, innovation@metro.ca, pour faciliter l'accès à Métro aux producteurs locaux et manufacturiers locaux du Québec. Et ça nous permet d'accélérer donc l'introduction de nouveaux produits en magasin. Mais quand on pense au commerce en ligne, ça donne aussi une porte d'entrée aux manufacturiers et producteurs locaux, cette adresse courriel-là, innovation@metro.ca, pour rentrer en collaboration ou en conversation avec Métro sur comment on peut aider les producteurs locaux à rendre leurs produits visibles en ligne, en magasin et dans de nouvelles stratégies marketing digitales. Donc, Métro, on met les produits locaux visibles à la tablette à travers le programme Aliments Québec, à travers l'étiquette produits d'ici qu'on a développée. Puis en ligne, on a développé une foule d'outils pour que les consommateurs puissent magasiner en choisissant le filtre Québec. Donc, si un consommateur veut magasiner en ligne en favorisant l'ensemble des produits du Québec, il n'y a seulement qu'à cliquer sur ce filtre-là et l'ensemble des produits
du Québec deviennent visibles. Et donc, notre engagement pour le futur, c'est de travailler avec les fournisseurs locaux pour justement que leurs produits soient visibles en ligne, mais aussi qu'on développe des stratégies marketing ensemble communes pour que leurs produits soient aussi visibles sur d'autres plateformes numériques à travers toute la stratégie de marketing numérique de Métro quand on fait du placement numérique sur d'autres sites web. Ce que vous venez de raconter là, c'est absolument fascinant parce que, comme beaucoup, j'ai eu l'impression que la dernière année nous a comme catapulté dans le futur. Là. On a probablement fait 5 ans de changement à l'intérieur d'une année. Parce que beaucoup des choses que vous dites là, probablement que c'était sur la table à dessin de Métro, là, mais sauf que là, vous avez évidemment accéléré ces changements-là. Et puis, bon, je dois vous dire que c'est impressionnant. J'aimerais vous amener un petit peu plus loin, à la fois en amont puis en aval de la chaîne de distribution. En aval de la chaîne de distribution, si on regarde les consommateurs, je présume, je ne sais pas s'il y a quelque chose sur la table à dessin du côté de Métro là-dessus, mais je présume que, comme beaucoup de consommateurs, et j'en suis là, il y a des gens qui se disent, ben moi, j'aime ça aller chez Métro, pour toute la partie hédonique de la chose, tu sais, choisir mes fruits et légumes, la poissonnerie, la charcuterie, mais tu sais, le pain, le beurre d'arachide, le beurre, les pâtes alimentaires sèches, tu sais, il n'y a rien qui ressemble plus à une boîte de nouilles Catelli qu'une autre. Tu sais, si j'en achète aux 2 semaines, il risque de se ressembler pas mal. Est-ce qu'il y a sur la table de Métro une espèce de volonté éventuellement de procéder par abonnement? On pense aux géants du commerce de détail, du commerce en ligne, pardon. Amazon qui a Whole Foods également. Amazon est beaucoup dans l'abonnement. Est-ce que je pourrais, le cas échéant, moi ou évidemment d'autres consommateurs, dire, ben voici des 43 trucs là, tu sais, qui sont hyper prévisibles. Là. Ça, j'en achète à chaque semaine. Ce bout-là, peux-tu l'enlever de ma commande? Peux-tu me la livrer? Ça sera réglé. Et à l'inverse, dire, ben, plutôt que d'avoir des points Métro, donne-moi donc un bon prix là, si je te donne mes 52 commandes d'avance. Est-ce que c'est quelque chose qui serait, parce qu'évidemment, ça a un impact sur la chaîne de distribution, est-ce que c'est quelque chose qui est trop loin, trop éloigné ou trop peu intéressant? Intéressant votre question. Je vous dirais que la façon dont on regarde le commerce en ligne chez Métro a évolué énormément depuis 4 ans. Pour la simple et unique raison que les hypothèses qu'on avait mises sur pied quand on a parti le commerce en ligne ont été bouleversées complètement par les habitudes des consommateurs. Et je pense que dans le commerce en ligne, il faut adopter une approche test, apprentissage. On a test, learn, adapt. On teste des concepts, on apprend, puis on transforme. Et ça, c'est une culture d'innovation. Puis on essaie de faire ça en mode agile pour être capable de tester plein de choses en même temps. Là, le COVID a un peu bouleversé nos plans. Le focus a été sur l'augmentation de la capacité pour faire face à la demande, l'embauche de personnel, protéger les membres de nos équipes qui travaillent dans les magasins et qui assemblent parce que plus tu as d'employés dans un même magasin qui assemblent des commandes, il a fallu mettre un paquet de procédures en place pour protéger nos employés, s'assurer que tout le monde reste en santé et protéger nos clients. Donc, je répondrai à votre question de la façon suivante. Au départ, on pensait que les catégories du centre du magasin, les catégories moins aspirationnelles, là, comme vous l'avez mentionné, seraient en ligne, puis les clients continueraient à venir en magasin pour acheter leurs produits frais. En fait, le besoin du consommateur, c'est pas ça. Le besoin du consommateur, c'est de sauver du temps. Donc, de ne pas quitter son domicile. Donc, quand il choisit, à un moment donné, de faire une commande, il choisit de faire une commande pour manger. Donc, il a besoin de produits frais, il a besoin d'épicerie, il a besoin de tout le panier. Puis en fait, les ratios de vente par catégorie en ligne sont surprenamment très axés vers les produits frais. Les fruits et légumes performent beaucoup plus en ligne qu'ils performent en magasin, qui est un peu counter-intuitive, pardon l'anglicisme. On aurait pensé qu'il y aurait une crainte d'acheter des produits frais. Mais une fois que les clients ont vu que les produits sont de qualité et sont frais, les clients commandent un panier complet. Et pendant le COVID, la taille du panier en ligne a même eu une forte croissance. Ceci dit, les services d'abonnement pour des produits à répétition lente, c'est-à-dire j'achète du papier de toilette, la prochaine fois que j'en achète,
c'est dans 3 à 4 semaines, là, des services d'abonnement pour ce type de service-là. Moi, je pense que c'est là pour rester aussi. Et c'est le genre de truc-là qu'on va faire définitivement chez Métro. Mais quand on pense à l'impact du commerce en ligne sur notre industrie, je vous donnerais pas trois préoccupations, mais 3 choses qui sont vraiment au haut de la liste là, pour Métro. La première chose, c'est comment le magasin va devoir se transformer demain. Mm-hmm. Si les clients font une commande sur 4, une commande sur 3 en ligne, quand ils viennent en magasin, ils vont venir pourquoi, puis ils s'attendent à quoi? Mm. Je pense que le magasin va devoir toutes les solutions de mets préparés, le prêt à manger, le prêt à cuisiner, le prêt à réchauffer. Tout ça va devoir occuper une plus grande place dans nos magasins. Ça occupe déjà une plus grande place que ça l'occupait il y a 20 ans, ces catégories-là, mais ça va occuper encore une plus grande place. Tout ce qui est produits frais, protéines alternatives, toutes ces tendances-là, là, on va voir nos magasins en termes de pieds carrés sur le total de la surface. Ces catégories-là vont prendre plus de place. On va peut-être offrir aussi aux clients de faire une partie de leur épicerie en ligne, ramassage facile en magasin, mais le client peut-être va venir compléter sa commande dans les départements plus aspirationnels dans notre magasin. Marc, il nous reste à peine 2 minutes. Je ne pourrais pas échapper à cette question-là parce que vous nous parlez des ratios à l'intérieur des magasins, mais en 1 minute et demie, dans 5 ans, le magasin Métro type, il est plus grand? Il est plus petit? Il a l'air de quoi? Changer la taille de nos magasins. Là. On a aujourd'hui chez Métro 680 magasins d'alimentation. Donc, je vous dirais, on peut développer un nouveau magasin, là, mais déjà, il y a énormément de pieds carrés disponibles dans le marché d'alimentation. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux magasins qui rouvrent. Donc, la question, c'est dans les magasins que l'on a, comment ces magasins-là vont évoluer? Et moi, je pense que dans ces magasins-là, il va y avoir de nouvelles aires de service pour venir chercher sa commande rapidement, pour venir chercher de la restauration, du prêt-à-manger chaud juste avant le souper, mais de meilleure qualité. Le lunch, chez Métro, on a développé une stratégie qui s'appelle Tout prêt, tout frais, qui sont des mets qui sont cuisinés en magasin par des chefs en magasin, frais tous les jours, sans additifs. C'est ce genre de produits-là qui sont en croissance d'à peu près 20 par année dans nos magasins, parce que les clients recherchent des produits de qualité, des produits frais, et qui leur sauvent du temps. Fait que ça va prendre plus de place dans nos magasins. Puis la technologie va occuper plus de place aussi dans nos magasins. Nos applications mobiles qui permettent déjà aux clients de comprendre la composition des produits qu'ils achètent en scannant le code à bord. Toutes ces technologies-là qui vont occuper une plus grande place pour faciliter l'expérience de magasinage de nos clients. C'est fascinant. Honnêtement, je vous écoute et puis je suis convaincu qu'il n'y a sûrement pas une journée banale au bureau chez Métro par les temps qui courent. On doit arrêter là pour l'entrevue parce qu'il y a beaucoup de questions, ça se bouscule. Alors, merci beaucoup. Merci évidemment Marc Giroux. Merci à Audrey Lorrain et puis merci à Daniel Villefort. Je cède la parole à Carl Bélanger qui va gérer le trafic pour vos questions et je sais qu'elles sont nombreuses. Je reviendrai à la toute fin pour faire la fermeture. Merci. Merci, Carl. Merci, M. Lantel. Bien, bonjour tout le monde. Comme Patrice l'a mentionné au tout début, on a une période de questions. Ça va durer environ 15 minutes. On avait reçu un grand volume de questions au moment de l'inscription. On en a reçu un bon nombre également dans le chat. Donc, on va faire de notre mieux pour en sélectionner quelques-unes et y répondre. Les questions s'adressent à tous les panélistes et M. Nantel aussi. Donc, celui qui veut prendre la question peut la prendre, puis on va compléter et essayer de couvrir quelques points comme ça. Donc, question numéro 1. Est-ce que le mouvement des consommateurs vers le commerce en ligne a occasionné des ventes qui sont globalement dans le réseau? Elles sont supérieures, qui sont équivalentes ou qui sont inférieures? Évidemment, supérieures parce que peut-être à travers le commerce électronique, inférieures parce que peut-être qu'il y aurait moins d'achats spontanés ou équivalentes parce qu'il y aurait juste eu un déplacement d'un canal vers un autre. Est-ce que, Carl, veux-tu que je prenne la pôle pour bien sûr, bien sûr. OK. Je vous dirais que le commerce en ligne, ce qu'on voit là, et le commerce en ligne, ce n'est pas encore excessivement mature. Ça représente à peu près entre 4 et 5 de notre industrie totale. Avant le COVID,
ça représentait à peu près 1,5 de l'industrie totale. Mais ce qu'on voit, tout comme en magasin, c'est que les consommateurs ont des affinités à une marque. Donc, les clients de Métro aiment Métro. Les clients de nos compétiteurs, certains, aiment nos compétiteurs. Donc, un client qui fait des achats en ligne, c'est une opportunité pour augmenter leur loyauté envers la marque et augmenter la valeur totale de leurs achats envers notre marque. Donc, si on est capable de livrer une expérience qui est à la hauteur des attentes des clients en ligne, tout comme en magasin, le client devient plus loyal à la marque. Et si vous aviez certains de nos compétiteurs là, qui sont présents, je pense qu'ils vous diraient la même chose. C'est ce qu'on voit, nous, chez Métro. Grâce à nos programmes de loyauté, on a fait déjà 10 ans qu'on travaille au niveau de la donnée et de l'analyse des comportements consommateurs pour améliorer nos stratégies commerciales. Et ce qu'on voit en ligne, parce qu'on suit des clients en ligne et en magasin, on voit donc que les clients nous donnent pas nécessairement plusieurs fréquences de plus, mais qui concentrent leurs achats, qui nous donnent un plus gros pourcentage de leurs achats total mensuels. Alors, on va voir quand le marché va prendre la maturité. Quand le marché va être à maturité, on va se battre pour des incréments de parts de marché, comme on le fait aujourd'hui dans nos magasins physiques. Mais aujourd'hui, je pense que si, comme détaillant, c'est vrai dans l'alimentation, mais c'est vrai à l'extérieur de l'alimentation aussi, si on exécute avec qualité une expérience d'achat, puis une livraison, puis un service après-vente qui est de qualité, on n'est pas parfait chez Métro, là, mais si on est capable de faire ça, bien, on est capable d'augmenter la loyauté de nos clients et la part totale de leurs achats. Merci. Donc, question suivante. Quels seront les impacts de ces nouveaux canaux de distribution en alimentaire sur les marques de produits alimentaires? Comment les marques se préparent-elles à ce changement de comportement? Je pense que les marques ont besoin plus que jamais d'être pertinentes, d'avoir une raison d'être, un impact positif. Je parlais tout à l'heure de l'impact de l'entreprise, comment bon Dieu elle regarde à être B Corp. On veut s'assurer que nos marques représentent quelque chose de positif chez les consommateurs pour que le consommateur désire acheter cette marque pour des raisons qui sont parfois au-delà de juste le produit lui-même. C'est le mode de fabrication. Comment la chaîne est respectée, comment l'environnement est respecté par ce producteur, par cette entreprise qui vend cette marque-là. Donc, et ça peut se faire aussi avec les marques distributeurs. Hein. Clairement, on a des distributeurs qui ont parfois des exigences extrêmement sévères et qui vont favoriser un bon manufacturier, quelqu'un qui fait bien les choses. Donc voilà, je pense que c'est à ce niveau-là, plus que le produit lui-même. Ça va s'élargir au-delà du produit lui-même. J'ajouterais aussi que au niveau de la pertinence de la marque ou du produit, il y a beaucoup de nouveaux produits sur le marché. Il y en aura toujours. Il y a des produits en importation également. Alors, ce qui fait que la variété de produits offerts dans une même catégorie, le profil change. On n'est plus les seuls à vendre des madeleines et à les fabriquer ici. Maintenant, par exemple, on a beaucoup de produits similaires, donc des madeleines qui nous viennent d'Europe. La différence va surtout être dans les caractéristiques que les consommateurs recherchent au niveau d'un produit. Alors, les produits qu'on utilise, les intrants qu'on utilise pour la fabrication, on le voit de plus en plus, les tendances, que ce soit du biologique, l'achat biologique, le sans gluten, diminution de sucre, diminution de sel, peu importe. Il y a différentes tendances qui évoluent au fil du temps. Il n'en reste pas moins que le consommateur essaie de chercher un produit qui lui parle davantage et on se pose régulièrement la question parce qu'on fait beaucoup d'efforts au niveau de notre étiquetage, donc avoir le moins d'ingrédients possible qu'on n'est pas capable de nommer dans nos produits. Mais est-ce que la majorité des consommateurs ça fait partie de leur exigence ou non? C'est vraiment plein de questionnements aussi, là. Alors, je pense qu'il y a un marché à la base pour les gens qui veulent choisir leurs ingrédients, donc qui veulent choisir les intrants dans le produit qu'ils sélectionnent, mais il y en a quand même une grande masse pour qui ça a moins d'attrait
Et c'est effectivement, tous les produits pourraient être bons là, selon chacun. Merci. On a beaucoup parlé à travers la présentation des entreprises qui ont décidé de vendre en direct, donc à travers le commerce en ligne et tout ça, l'opportunité que ça a créé. Au niveau relationnel entre les fournisseurs et les détaillants, c'est une question qu'on avait du chat. Comment le e-commerce bouleverse les canaux de distribution et surtout les relations fournisseurs-détaillants? Écoutez, je peux peut-être débuter pour nous. Ça ne bouleverse pas. Hein? On continue à faire affaire avec le distributeur. Il faut s'adapter. Il faut peut-être des fois trouver des produits plus adaptés, un mode de fonctionnement avec la distribution, mais on a encore besoin d'eux. Le consommateur ne viendra pas sur Internet acheter 3 boîtes de pois ou un sac de légumes Arctic Garden. Donc, la commande alimentaire qui se fait aujourd'hui par Internet se fait quand même une commande globale qui suppose qu'il y a quand même un réseau qui sert de rassemblement pour cette commande-là. Donc, on continue à faire affaire avec les distributeurs qui, eux, se transforment pour donner accès aux clients, aux consommateurs à ce type d'offre-là. Nous, ben, on va avec le réseau. Donc, parfois, il y en a des nouveaux. On pense à Amazon. Amazon, on ne vendait pas à Amazon il y a 5 ans. On vend aujourd'hui avec Amazon. Ce n'est pas différent que s'il y avait une nouvelle chaîne d'alimentation qui s'était ouverte. Donc, on profite de ces réseaux-là, mais on travaille avec nos clients puis on les suit dans leur évolution. Je me permets, M. Nantel, je pense qu'un des grands défis des marques en collaboration avec les détaillants, c'est que les consommateurs qui se promenaient dans un magasin voyaient un emballage. Il y avait des programmes de marchandisage, de tablettage, excusez, c'est des anglicismes qui en tête, d'étalage plancher. En ligne, c'est un autre défi que de mettre en valeur ces marques et de développer ces programmes-là pour créer de l'achat impulsif. Non seulement sur les sites des détaillants, mais aussi en collaboration avec les détaillants sur l'écosystème digital. Un client qui se promène, qui est à la recherche d'une auto, va voir une publicité d'Arctic Garden en partenariat avec Métro, clique sur le lien, arrive chez Métro, complète son panier avec Arctic Garden, puis pourtant, ce n'était peut-être pas une marque pour laquelle ils étaient loyaux. Donc, il est là le défi de demain. Puis comment Métro, comme détaillant québécois, peut travailler avec les producteurs locaux pour les aider parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure qu'on est en train de développer. C'est vraiment au cœur de notre stratégie de dire comment on travaille avec les détaillants locaux et les autres partenaires manufacturiers pour mettre leur marque au centre de ces campagnes-là marketing. On a lancé une campagne marketing Métro, là, je termine avec ça rapidement, il y a peut-être 2 ou 3 semaines où on dit choisir Métro, c'est choisir le Québec. Puis, dans le fond, toute cette campagne-là vise à dire aux Québécois, bien, quand je choisis Métro, je choisis un détaillant québécois. Quand je choisis Métro pour me trouver un emploi, je viens travailler pour une entreprise québécoise. Puis quand je suis un fournisseur, bien, j'essaie d'acheter québécois quand je viens acheter chez Métro. Alors, c'est un peu ça notre défi, en fait, comme industrie agroalimentaire en partenariat. Dans l'avenir, mettre les produits du Québec de l'avant à travers toutes ces stratégies de marketing digital. C'est intéressant. En fait, avec vos réponses, on a fait une pierre deux coups, même plus, là, parce qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat qui tournaient autour de tout ça. Donc, je pense qu'on en a adressé et couvert plusieurs. Monsieur Villefort a parlé de l'environnement plus tôt là, dans ses questions. Il y en avait une où on dit, évidemment, une large proportion du contenu de nos bacs de recyclage contient des emballages alimentaires. Quelle vision pour l'avenir? Quelle place pour le vrac? On peut le regarder du côté manufacturier ou du côté détaillant. Là. Je peux peut-être laisser... si vous voulez, je peux commencer du côté manufacturier. Pour moi, déjà, c'est une bonne nouvelle si ça se retrouve dans le bac parce que ça va être recyclé. Puis quand on pense à des boîtes de conserve ou des emballages plastiques pour les salades ou autres, c'est recyclable et recyclé. Donc, quelque part, même que je vous dirais qu'on prend aujourd'hui des mesures pour basculer sur 100% de sources recyclées en plastique rigide sur nos contenants à salade. Et du coup, ben, on retire même du déchet parce qu'on va encourager la filière de recyclage à recycler parce qu'on va acheter que du produit recyclé. Quelque part, ben, quand on fait ça,
c'est de l'économie circulaire, si vous voulez. Ben, ce plastique-là, il n'est jamais fait avec de l'huile ou du pétrole nouveau. On utilise du recyclé. Donc, pour moi, le recyclage lui-même est une bonne chose. Mais malgré tout, on va toujours essayer de réduire au maximum l'utilisation d'emballage, tant que c'est possible. Mais du moment qu'on est en emballage recyclé, je pense qu'on est dans l'économie circulaire. De notre côté, je dirais qu'on a un comité vert à l'interne qui se penche effectivement sur diverses façons pour nous, au niveau de la fabrication et de l'emballage de nos produits, de réduire les déchets et de favoriser un développement durable. On est en constante évolution au niveau de nos emballages, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire la taille de nos plastiques. On essaie d'utiliser les matières le plus recyclables possible. On essaie surtout de maximiser le nombre de produits dans les caisses, question de maximiser le transport, diminuer les gaz à effet de serre. Toute la chaîne est impactée par les produits qu'on fait. Par contre, il faut constater qu'on n'est pas rendu tout le monde au même point au niveau de la conscience environnementale. Et quand on fait affaire avec des entreprises qui nous demandent des marques privées, ils arrivent avec leurs spécifications. Puis, bien entendu, on doit emballer selon leurs spécifications. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des sacs à demi remplis, des boîtes pratiquement vides parce qu'au niveau marketing, c'est un volume qu'ils vendent. Alors, ça, il y a un impact au niveau de la fabrication. Puis, en tout cas, nous, de notre côté, on essaie de conscientiser nos clients à essayer de réduire un peu ce sur-emballage-là ou de réduire du moins la taille des emballages pour être aussi plus efficace en production, mais également diminuer les coûts de transport qui viennent avec ça. Alors ça, pour nous, c'est un enjeu qu'on regarde de façon régulière. En ce qui concerne les matières recyclables, on pèse toujours le pour et le contre. Les consommateurs veulent avoir de plus en plus d'emballages recyclables, de produits emballés dans des matières recyclables, mais de l'autre côté, ça vient avec un coût. Alors, ça ne coûte pas moins cher, ça coûte plus cher d'utiliser des matières recyclables et les consommateurs ne sont pas prêts à assumer ces coûts-là. C'est toujours le pendant entre les deux, puis on y va à petite dose. On les introduit de façon graduelle parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas au niveau de la perception des consommateurs. Le coût est encore un élément qui est très, très important au niveau de la consommation. Merci. Au niveau des gouvernements, on en a parlé là, avec la pandémie, il y a beaucoup de tendances qui se sont accélérées, les comportements des consommateurs ont changé, tout le monde s'est adapté à vitesse grand V, mais au niveau des gouvernements, quelle forme devraient prendre les politiques gouvernementales pour mieux s'adapter ou faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement réponde aux habitudes des consommateurs? Puis prenons-le au sens large, qu'est-ce qui devrait se passer avec les politiques gouvernementales, si quelque chose, quand on regarde tout ce qui se passe actuellement? Moi, je pense que notre gouvernement, d'ailleurs, le ministre Lamontagne, le ministre du MAPAC, a exprimé, puis notre premier ministre et le ministre de l'Innovation et de l'Économie, M. Fitzgibbon, ont tous exprimé leur désir de mieux supporter l'industrie agroalimentaire pour que des projets d'investissement prennent forme, puis s'accélèrent au Québec, entre autres des projets de serre dans la production maraîchère. Et je pense que le gouvernement a un rôle intéressant à jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire de supporter l'industrie agroalimentaire, tout comme Métro tente de le faire, pour qu'on puisse avoir plus d'innovation au Québec dans des types de produits où on peut compétitionner, où on peut gagner la faveur des consommateurs. Je ne pense pas que le gouvernement doit mettre en place des réglementations restrictives. Je pense que l'industrie elle-même aujourd'hui évolue en fonction des besoins des consommateurs, puis il y a une collaboration entre les différents joueurs dans l'industrie pour avancer. Donc, moi, je pense que le COVID aura mis de l'avant les consommateurs, ça part de là. Hein. Les consommateurs ont exprimé leur désir d'acheter local, ont exprimé leur désir, même si ça fait des années que c'est le cas, mais on a senti là, une mouvance de la part des consommateurs québécois d'acheter local puis de supporter
l'économie locale. Et je pense que nos gouvernements ont embarqué dans cette mouvance-là, puis il y a plusieurs projets qui sont sur la table, justement pour fabriquer ça. Le Fonds de la FTQ est ici présent aujourd'hui, puis ils sont très actifs à cet égard-là aussi. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi, Marc, au niveau de l'aide, au niveau des serres ou de la culture locale. Puis, je pense aussi que les investissements sont importants, sont nécessaires au niveau de l'automatisation des entreprises en transformation alimentaire. Et il ne faut pas attendre d'être à la dernière minute et d'attendre que les malheurs surgissent avant de commencer à s'automatiser. Je pense que c'est un processus qui doit être continuel et que toute entreprise doit embrasser au quotidien. Alors, il y a toujours des améliorations à faire, il y a toujours une automatisation, que ce soit au niveau de la fabrication, de l'emballage, des processus, de la distribution également. Alors, il y a plusieurs outils technologiques qui nous permettent d'être plus efficaces et productifs. Puis, à quelque part, le gouvernement ne doit pas lésigner dans ses investissements pour aider et supporter les entreprises à effectuer des passages de façon importante au niveau de l'automatisation. Un très bon point, Audrey. Et merci. Merci à tout le monde. Merci pour toutes les questions, incluant celles qu'on a reçues là, à travers le chat. C'était super intéressant. Merci aux panélistes pour les avoir pris comme ça là, à brûle pour point. Je repasse la parole à M. Nantel pour faire une petite conclusion sur tout ça. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant. On apprend beaucoup de choses lorsqu'on pense à tous ces changements dans la structuration ou déstructuration des réseaux de distribution. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on voit passer, mais on ne réalise pas nécessairement tous les tenants et aboutissants. Marc nous a donné une statistique qui, effectivement, est corroborée par Statistique Canada, mais qui est fascinante. Avant la COVID, en alimentation, et c'était à peine plus dans le secteur des produits pharmaceutiques, on était à 1,5 % des ventes. On est passé à 5 % si j'ai bien compris. C'est clair que les consommateurs y ont pris goût. Ça fonctionne plutôt bien. Il n'est pas farfelu de penser que d'ici quelques années, on va être à 10-12 %. 10-12 %, là, ça change des choses. Si 10 % des consommateurs ou 10 % des achats des consommateurs passent par le web, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, pas uniquement, évidemment, le détaillant final, mais tous les fournisseurs en amont. Certains, on en a parlé, certains vont vouloir en tout ou en partie aller directement. Dans certains cas, c'est peut-être même le détaillant qui va décider de ne plus nécessairement stocker certains produits, mais de faire passer ces camions de livraison par les fournisseurs. Bref, ça risque de changer beaucoup de choses et nous n'en sommes qu'au début. Une des choses qui a été mentionnée par Daniel Villefort et que je trouve extrêmement intéressante, c'est de dire, oui, mais nous, on rentre là-dedans, on y adhère, on rentre là-dedans, mais toujours de manière concertée avec nos clients, les métros, Sobeys et l'Oblast de ce monde. C'est sûr qu'en ce moment, et je ne veux pas vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit, Daniel, mais c'est sûr qu'en ce moment, tout le monde souhaite rester très poli dans le réseau de distribution, mais probablement que tout le monde regarde à gauche et à droite qu'est-ce que ces changements vont avoir comme impact sur leurs propres organisations. Il faut qu'il y ait beaucoup de concertation, mais en même temps, il y a des choses qui changent. Je pense que c'est le terme que vous avez utilisé. Il reste beaucoup de politesse, il reste beaucoup de concertation. C'est important. C'est clair, beaucoup de changements à venir. Par contre, ça, c'est clair également. Il y a des défis. Audrey, vous en avez fait mention. Il y a des défis au niveau des coûts. Tu regardes aller ça, là, tu te dis, ben oui, regarde, le consommateur peut acheter directement, ça peut passer par un autre, on met ça dans une boîte HelloFresh, on envoie ça, on retourne ça, on ramène ça, et on n'a pas encore parlé, évidemment, des retours de marchandises. Il y a des coûts liés à tout ça, c'est clair. J'imagine qu'au fur et à mesure où on doit innover, quand je dis on, évidemment, je parle de vous, là, au fur et à mesure où vous innovez,
Marc l'a bien fait ressortir. Il y a beaucoup de on essaie, on regarde, on mesure et puis on recommence pour on fait autre chose. Bien, il y a beaucoup de décisions là-dedans qui doivent être extrêmement payantes parce que ça diminue les coûts, mais il y en a d'autres qui doivent être extrêmement coûteuses parce que ça a un impact direct dans certains cas qu'on n'avait pas soupçonné. Ça fait partie, évidemment, de ce qui est en train de se produire. Et finalement, un des éléments qui a été mentionné par vous trois, que je trouve vraiment intéressant, c'est celui de la marque. Souvent, on se dit, ah, ben oui, ben, tout est déstructuré, les consommateurs vont pratiquement faire venir leur petit poids à l'unité, puis en autant qu'il est vert, ils vont être contents. Non, c'est pas ça. Au contraire, la marque prend encore plus d'importance, que ce soit la marque du fabricant, que ce soit la marque du distributeur, que ce soit évidemment une marque qui est co-brandée. Tout ça devient extrêmement important, sauf que la façon, et Marc l'a bien fait ressortir, la façon de faire ressortir une marque change, elle aussi. D'avoir une offre promotionnelle co-brandée quand quelqu'un est en train d'acheter une voiture Arctic Fresh Métro, bien, c'est nouveau, là. On n'est plus, il va sans dire, on n'est plus dans la publicité coop, dans la circulaire. Pourtant, la circulaire, elle est encore là et elle est importante. Donc, tout ça est en train d'exploser, est en train de changer. Je termine là-dessus presque en mettant au pied du mur nos amis du Fonds de solidarité et de chez Fasken, de nous réinviter dans un an pour qu'on parle du même sujet. Je suis convaincu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui auront changé. Là-dessus, merci beaucoup et merci à nos trois panélistes. Pardon. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot de la fin de la part de Fasken et du Fonds de solidarité pour vous remercier d'avoir tout le monde participé en si grand nombre. Puis encore une fois, remercier nos panélistes, Marc Giroux, vice-président exécutif, chef division Québec et commerce en ligne chez Métro, Daniel Vielfort, directeur général de Bonduelle Amérique et directeur général adjoint de Bonduelle Groupe, Madame Audrey Lorrain, vice-présidente finance et administration chez La Petite Bretonne, ainsi évidemment que notre modérateur, M. Jacques Nantel, professeur émérite au HEC. Merci tout le monde. Je ne vous retiens pas plus longtemps. S'il y a des questions qui n'ont toujours pas été répondues, auxquelles vous voudriez avoir des réponses, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va se faire un plaisir d'y répondre via les bonnes personnes. Puis évidemment, je pense qu'on vous relance dès maintenant l'invitation pour une prise 2 dans un an. Même heure, même poste. Merci. Bonne fin de journée tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.